Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente l'examen normalisé du premier semestre numéro 4. Alors, abordons-le. Restitution des connaissances sur 8 points. Exercice numéro 1, 2 points. Répondre par vrai ou faux. Les artères transportent le sang aux organes. C'est vrai? Le sang et la lymphe constituent le milieu intérieur, vrai. Les globules rouges permettent le transport des gaz respiratoires, vrai. L'urine, liquide organique élaboré par les reins, vrai. Les reins filtrent le sang, vrai. L'urine contient les nutriments et le sang, c'est faux. Donc ici, l'urine ne doit pas contenir les nutriments parce qu'ils sont utilisés par les cellules, donc ils ne doivent pas être rejetés par les reins. Et le sang aussi, le sang en grande quantité. Exercice numéro 2, 2 points. Mettez une croix devant les propositions justes et corrigez les fausses. Petit a, l'amidon est un aliment composé. Faux. L'amidon est un aliment simple. B, le lait est un aliment composé. Complet. Vrai. Composé et complet puisqu'il contient tous les aliments simples. Et tous les aliments simples existent dans le lait. Pendant la respiration, il y a production d'énergie. Oui. Vrai, vous mettez la croix et vous mettez vrai aussi. B, pendant la respiration toujours, il y a le rejet de O2. Faux, il y a un rejet de CO2. C, pendant la respiration toujours, absorption, il y a absorption de CO2. Faux, absorption d'oxygène. Pendant la respiration, on absorbe l'oxygène, et on rejette le CO2. C'est le contraire. La D, la dégradation d'un nutriment. Qu'est-ce que ça veut dire la dégradation d'un nutriment? C'est-à-dire l'utilisation d'un nutriment. L'utilisation du nutriment au niveau lorsque et pendant la respiration, est-ce qu'il y a utilisation, dégradation du nutriment? Oui, c'est vrai, il y a utilisation, dégradation du glucose. Le glucose est dégradé au niveau des cellules. Le glucose, c'est un instrument, c'est un nutriment dégradé, oxydé au niveau de la respiration par l'oxygène pour donner de l'énergie. Deuxième constatation, l'urine provient du plasma. Oui, mais on change maintenant d'affirmation ou bien de constatation. L'urine provient du plasma. C'est vrai, croix est vrai. B, l'urine contient des déchets. C'est vrai, il contient des déchets, l'acide urique et l'urine. C, l'urine ne contient pas de toxines. C'est faux, contient des toxines. Des toxines, c'est-à-dire l'urée et l'acide urique, ce sont des toxines de l'urine. D, l'urine contient des nutriments. C'est faux, l'urine ne contient pas, contient des déchets toxiques. Ici, des déchets toxiques. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, 2 points. Légender le schéma ci-contre et indiquer par des flèches le trajet de l'urine. Alors, légender, vous avez ici l'appareil urinaire, veine, la veine rénale, c'est une veine dans laquelle dans laquelle le sang sort des reins, des deux reins. La sortie, c'est une veine rénale. L'entrée, artère rénale. On connaît l'artère. L'artère est reconnue par l'entrée. Ici, l'entrée. Ici, c'est l'entrée, l'artère rénale. La sortie, veine rénale. Parce qu'ici, il n'y a pas de couleur. Le rein droit, le rein gauche, l'artère,
urétère, les deux tuyaux, la vessie et l'urine. Les flèches, le trajet indiqué par des flèches, le trajet de l'urine. Voilà, l'urine commence, se forme au niveau des reins et il est conduit par l'urétère, les deux urétères, vers la vessie. Il est stocké au niveau de la vessie, puis il est rejeté à l'extérieur de l'organisme par l'urètre. On passe à la page numéro 2, exercice 4. Dans l'exercice 4, répondre à chaque question. Ici, vous allez répondre à chaque question. Première question, comment le sang peut-il circuler? Le sang peut circuler grâce au battement du cœur. Les cœurs battent pour faire circuler le sang. Ou bien, le cœur se contracte pour les contractions, ce qu'on appelle les contractions cardiaques, pour faire circuler le sang. Deuxième question, que se passe-t-il pendant la systole auriculaire? Pendant la systole auriculaire, les oreillettes, ici, les oreillettes se contractent, virgule, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent, et le son passe dans le ventricule. Troisième question, quel est le rôle des reins? Le rôle des reins. Les reins éliminent les déchets du corps, l'acide urique et l'urée, par filtration du sang et maintient la constante, c'est-à-dire le maintien constant la concentration du sang. La concentration du sang est maintenue par les reins. Ils éliminent ce qui est en surplus, c'est-à-dire ce qui est en excès, ils les éliminent pour maintenir la concentration et la constante. Il maintient le sang constant, sa concentration reste constante. Il maintient constant, la concentration du sang est maintenue constante. La concentration constante ou bien la constante ou bien constant, ici constant, une constante qui est quelque chose qui est constant, il ne change pas. La concentration ne change. Maintiennent constant la concentration du sang. C'est-à-dire la concentration reste la même. Constant, ça veut dire rester la même. La concentration. Les reins vont laisser la concentration constante. Ils ne changent pas. Toujours la concentration du sang, la concentration, c'est-à-dire la quantité de l'urée, la quantité des glucides, des lipides et reste toujours constante. Quatrième question, donnez l'origine de l'urée. L'origine de l'urée provient du plasma et on peut ajouter ici dégradation des protides. Dégradation des protides. Qu'est-ce que ça veut dire dégradation des protides? Dégradation, utilisation des protides. Dégradation des protides. Utilisation des protides par les cellules. Dégradation des protides par les cellules. Lorsque les cellules utilisent les protides, elles produisent l'urée. L'urée, c'était son origine, il existe dans le plasma à cause de l'utilisation des cellules de l'organisme, des protides. Lorsqu'on utilise les protides par les cellules, elles produisent de l'urée. Elles produisent l'urée, qui est un produit qui provient de l'utilisation, bien dégradation des protides par les cellules. Raisonnement scientifique et expression écrite.
Exercice numéro 1. Pour connaître le devenir du glucose dans l'intestin grêle, on mesure la quantité du glucose dans le sang arrivant et dans le sang sortant de l'intestin grêle. Durant les heures qui suivent, ici, qu'est-ce qu'on a fait? L'injection. Qu'est-ce que ça veut dire injection? C'est-à-dire on fait manger un repas. On fait manger un repas à un animal de 1200 grammes de blé, l'aliment riche en amidon, à un animal. On lui donne un repas de 1200 grammes de blé. Le blé, c'est un aliment riche en amidon. On le donne à un animal et on mesure la concentration, ou bien on mesure, oui, la concentration du glucose dans l'intestin grêle de cet animal au niveau du sang entrant et du sang sortant de l'intestin grêle. Les résultats sont obtenus dans le graphe ci-dessous. Alors, première question. Avant de passer ici, vous avez concentration du glucose en milligrammes par litre. Ici, vous avez le repas lorsqu'on a ingéré, lorsque l'animal a mangé, ingestion, a mangé un repas contenant du blé, contenant un repas de blé qui est constitué de 1200 grammes de blé contenant de l'amidon, c'est-à-dire on lui donne dans sa nourriture l'amidon. Lorsque l'amidon est mangé par l'animal, il va passer dans son tube digestif, il doit être digéré en glucose. Donc, au début du repas, la quantité de glucose au niveau du repas, au niveau de l'intestin, après avoir été digéré au niveau de l'intestin, voilà la quantité du sang arrivant, le sang arrivant à l'intestin grêle. La quantité de glucose est très petite, mais le sang sortant, il est très grande d'après la courbe. D'après la courbe, et la courbe ici est supérieure à la première, parce que ici, c'est la quantité de glucose qui arrive au niveau du sang entrant dans le glucose, dans l'intestin grêle. Lorsqu'il sort de l'intestin grêle, il y a absorption. Tout d'abord, l'amidon qui a été ingéré par l'animal, il doit être transformé en glucose, puis au niveau de l'intestin grêle, il sera absorbé par les vélocités. Donc le sang sortant doit contenir une très grande quantité de glucose. Bien, alors les questions qui sont posées sur ce graphe, vous avez deux courbes, la courbe du sang, la concentration, ou bien la concentration du glucose dans le sang entrant dans l'intestin grêle, dans le sang sortant, ici sortant en plein trait, ici en pointillé le sang dans le sang entrant. Alors, première question sur ce graphe, quelle est la concentration du glucose au début du repas, dans le sang entrant à l'intestin grêle? Dans le sang entrant à l'intestin grêle, ici, c'est ici, à peu près 600. Ici, vous avez 600. Et dans le sang sortant, ça sera ici au milieu de 750. Au milieu de 750. Donc, ça sera 600 mg par litre parce que la concentration ici est donnée en milligrammes par litre ici. Donc, vous aurez 600 dans le sang entrant dans l'intestin grêle. Voilà, le 600 c'est 500 plus un petit peu, une gradation. Vous allez mettre 600 ou bien 600 ou bien 750. Dans le sang sortant, sortant, 750. Quelle est la concentration du glucose 1h30 à 1h30 après le repas? 1h30, c'est à peu près ici. Le voilà, 1h30. 1h30, donc vous avez 1 heure, 2 heures, donc la moitié ici, dans le sang sortant, ça sera à peu près 1000, ici, le sang sortant, 1000. Dans le sang, dans le sang entrant, ici, dans le sang entrant, 6000, dans le sang entrant dans l'intestin grêle, 6000,
Et dans le sang sortant, ça à peu près 1500. Au-dessus, 1500, à peu près 1500. Alors, donnez une explication aux différentes observations. Pourquoi ici vous avez le sang entrant dans l'intestin grêle contient une faible quantité, puis après la sortie, il est enrichi de glucose. Pourquoi? Parce qu'il y a absorption au niveau de l'intestin grêle. L'amidon qui a été mangé par l'animal a été digéré, été transformé en glucose. Ce glucose sera absorbé par l'intestin grêle dans le sang sortant. C'est ce que nous allons mettre. La concentration du glucose dans le sang sortant est supérieure, elle est supérieure à celle du sang entrant. Là, voilà, elle est supérieure à celle du sang entrant. Celle-ci est supérieure à celle-ci. Car il y a absorption du glucose dans l'intestin grêle, tout simplement dans l'intestin grêle. Ici, il y a absorption dans l'intestin grêle. Voilà la première question. Deuxième question. Comment peut-on interpréter la chute de la concentration du glucose dans le sang 8 heures après? Voilà, 8 heures après, la chute de la concentration ici, la chute de la concentration du glucose dans le sang sortant, évidemment, dans le sang sortant. Comment on explique cette chute? Cette chute s'explique par l'utilisation du glucose qui sort dans le sang sortant, s'explique par l'utilisation du glucose par les cellules. Tout simplement, l'explication est simple. La chute du glucose dans le sang 8 heures après le repas est due à l'utilisation des cellules de l'organisme au glucose. Les cellules utilisent le sang sortant, ils transportent les nutriments, le glucose. Ce glucose sera utilisé par les cellules, tout simplement. C'est comme ça s'explique la diminution la chute, la diminution de la concentration du glucose dans le sang. Le sang il donne aux cellules les nutriments. Et parmi ces nutriments, il y a le glucose. Le glucose qui sera utilisé par les cellules pour leur énergie. Évidemment, pour leur énergie. Voilà, exercice numéro 2, 4 points. Le schéma suivant représente les échanges gazeux au niveau de l'alvéole pulmonaire et le sang capillaire. Premièrement, voilà, le schéma, il est le voilà. Les échanges gazeux au niveau de l'air alvéolaire, puis le sang capillaire qui passe tout à côté de cette alvéole. Alors, comparer la pression partielle du dioxygène. Tout simplement, la pression partielle du dioxygène. Ici, vous avez 14. Ici, vous avez PO est égal à 5,1. Donc, la comparaison, la pression partielle d'oxygène est supérieure dans l'air alvéolaire que dans le sang entrant. Voilà, la pression artérielle, la pression partielle du dioxygène dans l'air alvéolaire est supérieure à la pression partielle du dioxygène dans le sang. C'est-à-dire, on compare dans le sang, ici vous avez le sang entrant, le sang sortant, évidemment le sang entrant. Donc la pression ici est supérieure, dans l'air alvéolaire, est supérieure à celle à sa pression de même gaz, on parle du même gaz, à sa pression dans l'air, dans le sang. Dans le sang, ici, on vous a mis dans le sang. Deuxièmement, rappelez le rôle de la différence de la pression partielle. Rappelez le rôle de la différence de la pression partielle des gaz respiratoires de part et d'autre de la paroi de l'alvéole pulmonaire. Et on vous a dit ici de rappeler le rôle de la différence de pression partielle. La différence de pression partielle, qu'est-ce qu'il a pour rôle? Le principe dit, le principe de rappeler le rôle des différences.
Le rôle de différence, c'est qu'il permet en général, il permet le passage du gaz du milieu ou bien de l'espace où sa concentration est plus élevée vers le milieu ou bien vers l'espace où sa concentration est faible. Voilà le rôle de différence de pression, de pression partielle. Le principe dit, un gaz diffuse d'un espace où sa pression est élevée vers un espace où sa pression est moins élevée. Donc, ici, le rôle de la différence, il permet, le rôle de la différence des gaz, elle permet le passage des gaz, du milieu, ici, le passage des gaz, ici, des gaz du milieu, ou bien espace, du milieu à haute pression, vers basse pression, vers la basse pression. Voilà, haute pression vers la basse pression. Le rôle de la différence de pression, elle permet le passage des gaz du milieu à haute pression vers la basse pression. Vers la basse ici, la basse pression. C'est-à-dire, la différence de pression partielle des gaz dans un milieu permet le passage des gaz du milieu à haute pression vers le milieu, vers la basse pression. Voilà, on a fini pour la page numéro 2. On passe à un autre exercice dans la page numéro 3. Alors, l'exercice ici, numéro 3, il y a trois schémas suivants. Les trois schémas suivants, A, B, C, représentent les étapes de la révolution cardiaque. Première question, donnez un titre à chaque schéma. A, qu'est-ce on le reconnaît par les flèches extérieures qui proviennent et qui entrent dans les oreillettes. Ces flèches indiquent. Ces flèches-là indiquent, qu'est-ce qu'elles indiquent? Elles indiquent la rentrée du sang dans les oreillettes. Donc, quand est-ce que le sang rentre dans les oreillettes? C'est quand les oreillettes et les ventricules sont en dilatation, sont relâchés. Donc, il s'agit d'une diastole générale ou bien diastole du cœur ici. Deuxième titre, ici le sang passe des oreillettes vers les ventricules. Donc il s'agit ici, vous avez des pointillés, il s'agit ici d'une contraction systole ou bien contraction auriculaire ou bien systole auriculaire. B, systole auriculaire comme titre. C, systole ventriculaire parce qu'il y a contraction du ventricule, le sang passe dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Bien, alors, deuxième question, classez les schémas suivants suivant leur ordre chronologique dans la révolution cardiaque. La première étape de la révolution cardiaque, c'est la systole auriculaire, c'est B. Voilà la première étape. Première étape, deuxième étape et troisième étape, la finale. Finale étape, c'est la diastole générale du corps, bien la diastole. Voilà, étape 1, B. Étape 2, C. Étape 3, A.
Puis, dites ce qui se passe dans l'étape C. L'étape C, voilà l'étape C, qu'est-ce qui se passe? Dans l'étape systole, que l'on appelle systole ventriculaire, le ventricule se contre, les ventricules, ils vont se contracter, les ventricules se contractent, le sang passe dans les oreillettes, voilà, le sang passe dans les artères aortes et artères pulmonaires, l'artère aorte et l'artère pulmonaire, le sang refoulé dans ces deux artères. Et les valvules auriculaires, vous pouvez ajouter les valvules auriculo-ventriculaires se ferment pour ne pas laisser le sang revenir dans les oreillettes ici. Il se ferme pour ne pas laisser revenir le sang ici dans les oreillettes. Il faut qu'il passe dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire pour empêcher le retour du sang dans les ventricules. Pardon, ici, dans les oreillettes plutôt. Ici, dans les oreillettes. Ici, il faut être sûr. Oreillettes. Les oreillettes. Pour empêcher le retour du sang dans les oreillettes. Ici, comme je l'ai signalé ici, il faut que le sang ne retourne pas dans les oreillettes. Il faut qu'il se ferme. Les fermetures des valvules auriculo-ventriculaires empêchent le sang de retourner dans les oreillettes et de se diriger dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Voilà, on passe à la quatrième exercice numéro 4 sur 4 points. L'urine est un produit. L'urine est produite par le rein à partir de la filtration du plasma. Point. Le tableau ci-dessous indique quelques constituants du plasma et de l'urine chez un sujet sain. Les constituants O, 910, 950 dans l'urine. Il y a une concentration, il y a un plus. Le chlorure 3,7, 6. Protide 80, 0. Attention ici, il y a un 0. Il y a un 0 ici, glucides. Lipides 5, 0. Glucose 1, 0. Urée 0,3, 20. Il y a une augmentation. Et ici, ammoniac 0. Ici, absence, présence. 0,7, acide urique 0,05, 1. Alors, les questions ici qui sont posées sur ces constituants. Comparer les constituants du plasma avec ceux de l'urine. Là, on va comparer tout ça avec ceux de l'urine. Alors, qu'est-ce qu'on constate? L'urine contient, on va constater que l'urine contient de l'eau et les chlorure et l'urée et l'acide urique. Voilà. L'eau, les chlorures, les voilà, ils sont en grande quantité. Ici, ils sont en grande quantité au niveau, ces substances, ils sont en grande quantité au niveau, voilà, l'acide, le glucose, non, ils sont ici, je les mets un plus, un plus, un plus. Comment c'est expliqué ici plus? On va le voir. Alors, voilà, il y a un plus ici. Donc, 4 matières, ou bien 4 substances. L'eau, les chlorures, l'urée et l'acide urique. Donc, je reviens ici. L'urine contient l'eau, les chlorures, l'urée et l'acide urique en concentration élevée. Ici, ils sont en concentration, si on compare, ils sont en concentration dans l'urine élevée. L'urine ne contient pas les nutriments. Voilà, l'urine 0, ici moins. L'urine ne contient pas les nutriments protides, glucides et lipides.
Ensuite, l'urine contient l'ammoniac qui n'existe pas dans l'urine. Voilà, l'ammoniac, ici ammoniac, cet ammoniac, il n'existe pas dans le plasma, dans le plasma, dans le sang, mais il existe, cet ammoniac, il existe dans l'urine. Il existe dans l'urine. Alors, on passe maintenant à une deuxième question. Expliquez l'absence de glucides, lipides et des protéines dans l'urine et leur présence dans le plasma. L'absence des glucides, lipides, protéines s'explique dans le protéines et des protéines dans le plasma et dans l'urine ici. Dans l'urine, il faut ajouter ici dans l'urine, l'absence des glucides, des lipides et des protéines dans l'urine s'explique par l'arrêt de ces substances par les reins. Les reins les arrêtent pour ne pas passer dans l'urine. C'est une filtration, c'est ce qu'on appelle filtration. Une filtration. Ils les arrêtent, les reins les arrêtent pour ne pas passer parce que ce sont des nutriments. On passe maintenant à une question suivante sur l'explication. Deuxième explication, troisième question. La troisième question. Expliquez la présence de l'urée, l'acide urique, l'eau. Troisième question. Expliquez la présence de l'urée, l'acide urique, l'eau et les chlorures en concentration dans l'urine élevée. Une concentration élevée dans l'urine. On a vu ces quatre plus, ils sont concentrés dans l'urine. Pourquoi ils sont concentrés dans l'urine? C'est ce que nous allons expliquer. L'existence des substances. Alors, l'existence des substances en concentration élevée dans l'urine s'explique par le fait que les reins les éliminent. Ils les éliminent car elles sont en excès. C'est-à-dire ils ont dépassé ce qu'il faut dans le plasma. Ils sont en excès dans le plasma. Et leur concentration est plus grande que la concentration qu'il doit y avoir dans le plasma. C'est pourquoi ils sont éliminés en concentration dans l'urine. Expliquer l'absence de l'ammoniac dans le plasma et sa présence dans l'urine. Alors, l'absence de l'ammoniac dans le plasma et sans présence dans l'urine, car il est sécrété par le tube contourné. Il y a des sécrétions qui sont sécrétées par les tubes contournés du rein. Le tube contourné du rein. Le rein contient un tube contourné, le néphron, que l'on appelle le néphron, et qui contient le tube contourné qui sécrète les deux substances, les substances ammoniaque et l'acide ipurique. Cinquième question, déduire les trois rôles des reins. Alors, rôle 1, éliminer. Les reins éliminent les déchets toxiques. Du sang. Premièrement, l'urée, qui est l'urée, l'acide urique. Deuxième rôle, maintenir la concentration du sang. Ils maintiennent la concentration du sang constante. Maintenir la concentration du sang constante par élimination de certaines substances en excès. On élimine, on se débarrasse des substances qui sont en excès, mais qui sont comme les chlorures, ils sont des nutriments, mais ils sont en excès, on doit les éliminer pour maintenir la concentration du sang constante. Une constante ne change pas, la concentration des substances dans le sang ne doit pas changer, il doit rester constante, la même, chez toutes les personnes. Alors, troisième rôle, sécrétion des substances comme l'ammoniac
et l'acide hippurique, c'est une sécrétion tubulaire. Et merci d'avoir suivi.